8h35, Sandrine Rousseau est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député écologiste de Paris, je le rappelle. Volodymyr Zelensky est à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour parler entre Ukrainiens et Américains. Zelensky dit chercher la paix, il propose une trêve, un cessez-le-feu dans les airs et sur mer. Aujourd'hui à Paris, réunion des chefs d'état-major des pays européens, et pas que des pays européens, puisque la Turquie, le Canada, l'Australie sont là. Chefs d'état-major prêts à contribuer à la paix. La France et d'autres pays d'Europe sont prêts à déployer des forces militaires en Ukraine, non pour combattre sur la ligne de front, mais pour garantir le respect de la paix une fois signée. Est-ce que vous approuvez ? Oui, j'approuve et je pense que l'Europe est un acteur absolument majeur. D'ailleurs, je voudrais dire soutien au peuple ukrainien sans aucune réserve et il me semble important de le reposer parce que des fois on a l'impression que c'est l'Ukraine le problème alors que l'Ukraine a été envahie. C'était quand même un pays souverain qui a été envahi et donc soutien absolument à la population ukrainienne et l'Europe doit jouer son rôle. Elle n'a que trop tardé à jouer son rôle. Elle a été efficace au début de la crise et puis après on a l'impression qu'il y avait un flottement, etc. Mais je le dis, les armes ne sont pas les seules manières d'agir dans le moment. Et en fait, il faut voir l'ensemble des manières d'agir. Et nous avons une forme d'hypocrisie vis-à-vis de la Russie. Je le pose de manière très forte. Eh bien, si on regarde les échanges que nous avons avec la Russie, nous continuons les échanges avec la Russie. Nous avons importé plus de 700 000 tonnes d'engrais, par exemple. Nous avons importé de l'uranium, nous avons importé du gaz russe. Et puis, certains pays européens jouent aussi un jeu trouble. La Lituanie, par exemple, exporte du whisky en Russie. Donc, en fait, là, il nous faut avoir une cohésion européenne pour véritablement arrêter les échanges avec la Russie, taper là où ça fait mal, c'est-à-dire sur l'économie, utiliser les avoirs russes. Est-ce qu'il faut saisir tous les avoirs russes, 200 milliards d'euros? Oui, il faut saisir les avoirs russes et il faut les utiliser pour la défense européenne. Absolument. Alors, je vous dis ça parce que à gauche, tout le monde n'est pas sur cette ligne. LFI, par exemple, est contre la saisie des avoirs russes. Oui, et c'est notre différence avec LFI là-dessus. Moi, je pense que les avoirs russes doivent être utilisés pour l'effort de guerre, enfin pour l'effort de défense européenne. De défense européenne. Ça veut dire qu'il faut renforcer la défense européenne, il faut continuer à aider militairement l'Ukraine. Pour vous, c'est clair? Oui. Mais au niveau européen. Oui. Et ne pas utiliser... Alors ça, je le dis aussi parce que j'ai entendu Emmanuel Macron, j'ai senti chez lui, et peut-être me suis-je trompée, mais j'ai quand même senti que finalement il allait peut-être utiliser cet effort qu'il appelle effort de guerre français pour taper dans certains comptes... Non, il n'appelle pas ça effort de guerre, hein, effort de défense. Il n'a pas prononcé le mot guerre. Oui. Que les choses soient claires. Il n'a pas qualifié... Non, mais je voudrais, parce que les mots ont leur importance. Oui, vous avez raison. Sandrine Rousseau, je voudrais rappeler qu'il n'a pas qualifier la Russie d'ennemi mais d'adversaire, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Hein. Mais enfin, même si la Russie est un adversaire à ses yeux, et au vôtre, j'imagine. Mais il a parlé quand même d'économie de guerre. Oui, mais donc, non, il a parlé d'économie, oui. Oui, de guerre. Il a parlé de défense, de renforcer la défense. Il a parlé de renforcer la défense et d'économie de guerre. Bon, moi, peu importe. À la limite, renforcer la défense, vous êtes d'accord ou pas? Alors, on a voté une loi de programmation militaire en 2023, donc il y a 2 ans, qui prévoyait 413 milliards d'euros sur 5 ans. 413 milliards d'euros sur 5 ans. C'est énorme, c'est énormissime. Donc, moi, ce que je pense, c'est que maintenant, l'effort de défense doit se situer au niveau européen. Et il est important que l'Union européenne puisse solliciter et emprunter pour cet effort. 800 milliards d'euros sur 4 ans, c'est ce que prévoit l'Union européenne. Mais vous voyez bien que 800 milliards d'euros sur 4 ans, c'est juste 2 fois plus que la loi de programmation militaire française et qu'il y a 27 pays en Europe. Donc, à un moment, je dis juste à Ursula von der Leyen, utiliser la puissance européenne pour faire en sorte que ce soit là que ça se passe, parce que c'est aussi une manière de rendre beaucoup plus solide l'Europe sur la scène internationale et on en a besoin. Alors, mais la France doit-elle augmenter son budget militaire? Je vous pose franchement la question parce que les Français pensent, le gouvernement pense augmenter le budget et le faire passer il est de 50 milliards par an, un peu plus de 50 milliards, dernier budget, le faire passer peut-être à 100 milliards d'ici 2030 ou 2035. Oui ou non? Je vous dis, nous avons déjà une loi de programmation militaire qui a augmenté les crédits militaires. Est-ce qu'on peut encore augmenter ou pas? Non, en fait,
fait, à un moment, c'est à l'Europe de prendre ses responsabilités. Et nous, dans la France, nous prendrons nos responsabilités à l'intérieur d'un budget européen. Mais pour moi, il n'est pas question... Donc on augmentera notre budget militaire. Mais non, parce que ça fait partie de l'évolution qu'a à faire l'Europe que de faire un emprunt. D'ailleurs, Ursula von der Leyen a mis cette possibilité. Les États européens ne sont pas complètement d'accord sur les modalités de financement, mais pour moi, c'est à l'Europe aujourd'hui de faire l'effort. La France le fait. La France l'a fait. Mais pas suffisamment. Mais la France l'a fait. 413 milliards. Oui, je rappelle, c'est énorme. Il faut bien se rendre compte que, par exemple, sur les retraites... Non, mais je voudrais juste qu'on précise que sur les retraites, par exemple, le déficit cette année qui a été jugé insupportable était de 7 milliards. Oui. Là, c'est 413 milliards. Donc, on l'a fait. On le fait, l'effort. Maintenant, c'est au niveau européen et c'est aux autres pays européens. Sauf que l'État a dépensé plus de 300 milliards pour les retraites depuis quelques années. Mais évidemment, Sandrine Rousseau. C'est un budget social, difficile d'établir des comparaisons. Mais vous approuvez donc une augmentation du budget de la défense au niveau européen, un effort de défense européen, mais pas français. Ça suffit. Vous dites ça suffit. En France, ça suffit. Absolument. On ne fait rien de plus. Absolument. Bon, la France doit-elle accepter de mettre sa dissuasion, sa force nucléaire à disposition de l'Europe, tout en gardant bien sûr la main sur le bouton nucléaire ? Eh bien, c'est une question que nous devons débattre à l'Assemblée nationale. Et cette question-là n'est pas débattue aujourd'hui. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a bien dit dans son intervention qu'il était seul à gérer cette affaire-là. Or, c'est trop important pour qu'il soit... consulté, mais il n'y a pas de débat véritable, ni en commission défense, ni à l'intérieur de l'Assemblée pour une décision qui soit collective avec un vote à la fin. C'est une consultation, donc chaque groupe va s'exprimer. Voilà. Moi, je pense que la France doit garder la main sur la dissuasion nucléaire. Personne ne remet en cause cela. Absolument, et c'est pour cela que je le repose, mais elle doit le mettre aussi à disposition de l'Europe parce que ça fait partie de cet effort de défense et de cet effort collectif de défense que nous devons faire. Donc la France doit accepter de mettre sa dissuasion à la disposition des Européens, au bénéfice des Européens, mais garder le doigt, ce que je disais, sur le bouton nucléaire. Absolument. Pour vous, c'est clair. Bien, on va parler de toute autre chose, on va parler des violences sexuelles. Samedi dernier, 8 mars, journée des femmes. Journée du droit des femmes. Du droit des femmes. Le féminisme est-il un combat universel ? Oui. Oui, totalement universel. Oui. Ni de droite ni de gauche. C'est un combat universel. Est-ce que la laïcité protège du patriarcat ? La laïcité protège l'espace public, la laïcité protège l'éducation, mais le patriarcat est présent dans l'ensemble des 3 grandes religions monothéistes. Je le rappelle parce qu'on a l'impression qu'il est concentré sur une seule religion. Je dis quand même que par exemple la religion catholique, et je vous l'ai déjà dit je crois à ce micro en plus, n'a jamais accepté la moindre femme en son sein, ce qui est quand même un sujet. Et que la religion juive, parmi les plus radicaux et les plus extrémistes de cette religion, ne sont pas extrêmement pour ni la mixité, ni l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc toutes les religions monothéistes sont patriarcales, et évidemment la religion musulmane l'est aussi. Est-ce que vous condamnez celles et ceux qui, samedi dernier, ont voulu empêcher des Iraniennes, des Afghanes, des Juives de marcher pour la liberté des femmes ? Je pense que cette manifestation du 8 mars doit être un espace où toutes les femmes doivent se sentir en sécurité, qu'il ne doit pas y avoir d'antisémitisme, qu'il ne doit pas y avoir de racisme, qu'il ne doit pas y avoir non plus d'exclusion, même par l'organisation de femmes, par exemple, en situation de handicap, et qu'en fait, c'est une des manifestations les plus conviviales et même familiales qu'il y a. Ça a été une très grosse manifestation samedi et je m'en réjouis. Et donc, elle doit pouvoir rester cet espace de sécurité, de manifestation. Donc, chacun a le droit de marcher pour cette cause. Dès lors
dès lors qu'elle ne revendique pas des slogans racistes, par exemple, et je pense à Némésis. Pour moi, Némésis n'a pas sa place dans ce cortège. Par contre, toutes les femmes aucune femme ne peut être exclue, ni sur la base de sa religion, ni sur la base de sa couleur de peau, ni sur la base je sais pas moi, de toute discrimination possible. Ça n'est pas possible. Nous sommes un espace sans discrimination, nous devons le respecter. Et pourtant, ça a été le cas samedi. Parfois. Eh bien, je le regrette. Sandrine Rousseau, je voudrais revenir sur l'affaire Bayou. Parce que, et je vous en remercie, c'est la première fois que vous vous exprimez publiquement sur cette affaire, enfin, dans une radio ou une télévision. Sandrine Rousseau. Que les choses soient claires, hein, parce que on aime bien que les choses soient claires. Marine Tondelier, je vais présenter, vous allez me dire si ce que je dis est faux ou vrai. Marine Tondelier, avec votre complicité, a volontairement écarté Julien Bayou de la direction du parti, les écologistes, en médiatisant un signalement envoyé à une cellule interne d'Europe Écologie Les Verts sur de prétendues violences sexistes et sexuelles qu'aurait commis Julien Bayou. Est-ce vrai ? Alors tout cela est faux. Bon. Tout cela est faux. Ah bon, d'accord, non mais c'est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complicité, il n'y a pas non plus d'écarter Julien Bayou de la tête du parti, puisque je rappelle que nos statuts interdisaient qu'il puisse être député et numéro 1 du parti. Donc de toute façon, il était dans les tuyaux qu'il démissionne. Enfin, tout cela était absolument dans l'ordre des choses. Donc non, il n'y a pas eu ni de chasse à l'homme, ni de complicité de sorcières à l'intérieur du parti. Je le pose parce que moi, des fois, j'ai l'impression d'être sur un bûcher et qu'on allume un peu le feu sous le bûcher, et ça renvoie quand même à des espèces d'imaginaires très forts dans la société. Donc je le dis, moi, je veux un parti qui soit féministe, lequel parti doit du coup prendre en compte la sécurité, mais aussi la santé des femmes en son sein, et que on ne peut pas, à mon sens, mais c'est une ligne que je pose, tolérer que parce que une personne est en situation de pouvoir à l'intérieur du parti, il puisse utiliser cette position de pouvoir pour ne pas se comporter extrêmement bien avec les femmes et mettre leur santé morale en difficulté, ce dont je me suis exprimée. Je n'ai dit que ça, je le redis et je le redirai autant qu'il le faudra. Vous pensez que Julien Bayou a exercé un pouvoir nocif sur certaines femmes dans le parti? Ça n'est pas moi qui le pense ou qui n'est pas à le penser. Il y a eu des articles, plusieurs femmes se sont exprimées, parce qu'en fait, dans cette affaire, on a l'impression, et je pense que c'est volontaire, on réduit cela à une question d'une personne qui est une ex de Julien Bayou, petit 1, et petit 2, on parle de vengeance politique. Ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs femmes qui se sont exprimées et qui ont toutes décrit des comportements qui n'étaient pas respectueux des femmes à l'intérieur du parti politique que nous sommes. Et je voudrais dire pourquoi c'est important, parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Pourquoi c'est important ? Parce que si des femmes arrivent à l'intérieur du parti, que par exemple certaines ont subi des violences dans leur enfance ou avant d'entrer, ou des violences conjugales, ou peu importe, et qu'elles arrivent dans le parti et qu'elles sont de nouveau confrontées à des comportements qui ravivent chez elles, même s'ils ne tombent pas sous le coup de la loi, qui ravivent chez elles des traumatismes. Eh bien, le réflexe qu'ont ces femmes de protection, c'est un réflexe absolument normal, eh bien, c'est qu'elles partent du parti. Moi, je veux que notre parti soit un espace où elles se sentent bien et où leur voix est importante, parce que c'est important que nous ayons ces voix-là des femmes qui ont subi cela, et pour cela il faut que nous sécurisions collectivement notre parti. De la même manière, je le dirais pour les personnes qui n'ont pas d'argent, il faut que notre parti puisse accueillir en son sein toutes les personnes, même si elles sont précaires, extrêmement pauvres. Et ça nécessite de réfléchir à notre fonctionnement. Nous n'accepterions pas que le numéro 1 arrive dans un énorme 4x4 polluant diesel. Eh bien, nous ne pouvons pas accepter qu'un numéro 1 se comporte de manière à mettre les femmes dans des situations de fragilité. Sandrine Rousseau, je cite Julien Bayou, parlant de vous, quand elle l'accuse, elle dit « j'attends une enquête privée ». Quand il y a enquête privée, elle dit « j'attends la justice ». Et quand la justice dit « enfin, il est blanchi », elle dit « ça ne me va pas ». Est-il innocent ?
Il est présumé innocent par la justice, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est innocent. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de... Pourquoi il n'y a pas eu de jugement? Parce que ça a été classé sans suite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est présumé innocent. Il est présumé innocent, il n'y a aucun problème, c'est un principe constitutionnel et je ne reviendrai pas là-dessus. Est-ce que vous avez brisé sa carrière? Non mais je n'ai rien brisé du tout, ça suffit. Je parle de vous et je parle de Marine Tondelier. Est-ce que vous avez rien brisé du tout? C'est ce qu'il dit. Oui, elles ont brisé ma carrière. Très bien, il le dit. Moi, je vous dis, je n'ai rien brisé du tout. Est-ce que vous lui demandez pardon ce matin? Certainement pas. Certainement pas. Ça suffit en fait cette affaire. Moi c'est lui qui en a parlé le premier à la presse. Il répondait à une question d'une journaliste. Il a répondu lui-même que c'était une ex qui signalait. 3 mois après, il n'y avait eu aucune espèce de suite à l'intérieur d'un parti. Ça pose une question fondamentale. Quand il y a des comportements qui sont signalés à l'intérieur d'un parti et que ça concerne le numéro 1, comment on fait pour que l'instruction de ces cas-là soit à peu près correcte, indépendant et respectueux de toutes les paroles? Eh bien, c'est ça qui nous est posé comme question. Et moi, je le redis, je veux que les femmes soient dans ce parti en sécurité, mais les hommes aussi d'ailleurs, et qu'on soit un parti exemplaire sur la méthode et sur le fonctionnement. Donc non, il est présumé innocent, très bien. Maintenant, la question politique n'a jamais été... Ça veut dire que dans votre esprit, il n'est pas certainement innocent. Mais je dis, il est présumé innocent, c'est les termes de la loi. Maintenant, je vous dis aussi, et je le dis, je continuerai à me battre pour qu'il y ait une parole politique là-dessus, parce que je ne veux pas qu'au sein de notre parti, nous considérions que le féminisme n'est pas un sujet important. Est-ce qu'il faut le réhabiliter ? Ben ça fait partie des discussions que nous devons avoir à l'intérieur de notre parti. Mais par exemple... Enfin, moi, rien n'a été dans cette affaire, mais bon, voilà. Rien n'a été, c'est-à-dire ? Mais par exemple, il y a un rapport, il y a un cabinet qui a été mandaté. Oui. On n'a aucun rapport. Voilà. Donc on ne sait pas. Donc voilà, tout est flou. Mais pourquoi ? Voilà, rien ne va. Ça a été caché ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tous les cas, moi j'aimerais... La direction des écologistes. J'aurais aimé qu'il y ait quelques écrits quand même sur cette affaire. Vous voyez, qu'on s'appuie quand même sur quelque chose d'un peu factuel, quoi. Ouais. C'est ce que tout le monde dit. Ben oui. Soi-disant rapport interne, on l'a jamais vu. Vous voyez, par exemple, il y a des gens comme Hélène Hardy qui sont membres du bureau politique, avec laquelle j'ai une position, mais alors radicalement opposée sur cette affaire, mais qui demandent à peu près la même chose que moi, c'est-à-dire que ce soit clair et écrit. Bien, pour l'instant ce n'est pas clair, donc si j'ai bien compris. Bien, Sandrine Rousseau... Non mais c'est pas la question. La question politique, elle reste. C'est ce que vous dites, c'est pas clair. Je sais qu'il y a des femmes qui nous écoutent. Non mais je sais qu'il y a des femmes qui nous écoutent qui ont subi des violences ou qui subissent des violences, que ce soit conjugales ou qui ont subi des violences sexuelles. Et je sais qu'elles me comprennent parce que je sais que si elles arrivent dans un collectif et qu'il y a une personne qui se comporte mal, eh bien tout de suite elles réactiveront leur propre trauma. Et donc je ne veux pas de ça. Je veux que notre parti soit un parti où elle puisse venir tranquillement et nous dire et venir avec nous lutter contre les violences sexuelles à l'intérieur des Europe Écologie, enfin, c'est fini ça, c'est les écologistes. Votre parti ressemble à LFI. Il y a un patron ou une patronne, Marine Tondelier, qui font seuls vers la présidentielle, hein, c'est bien cela. Est-ce qu'il faut une candidate ou un candidat écologiste ? Vous passez d'un sujet à l'autre et ça n'a pas de rapport. Je voudrais juste dire que la démocratie interne est quelque chose de très important, que nous avons une histoire très forte chez les écologistes de cette démocratie, que nous en sommes fiers et qu'il ne faudrait pas là maintenant la verrouiller trop parce que ce serait quand même à l'inverse de l'histoire de notre parti. Eh bien, je pense que la direction sortante et que voilà. Elle verrouille. Elle verrouille, ouais. Voilà, vous dites la vérité. C'est que Marine Tondelier verrouille. Elle veut être candidate à la présidentielle en 2027, elle verrouille. Au moins, disons clairement les choses. Ce que j'aime bien avec vous, Sandrine Rousseau, c'est que vous finissez par dire les choses. Ça, c'est quand même très agréable. Vous présidez la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences sexistes dans le milieu du cinéma, de l'audiovisuel, les milieux artistiques, réalisateurs et tout. Hier, audition de plusieurs acteurs et réalisateurs, c'est bien cela, à l'Assemblée nationale ? Il y avait plusieurs acteurs. Il y avait Jean Dujardin, il y avait Jean-Paul Rouve, il y avait Pio Marmaille et il y avait Gilles Lelouch. Et à huis clos, pourquoi ? Parce que c'est eux qui l'ont demandé et que j'ai respecté leur demande. Je l'ai regretté à titre personnel, mais j'ai respecté leur demande. Qu'avez-vous appris ?
Eh bien, c'était une audition que moi j'ai trouvée extrêmement intéressante et vraiment sur le fond. Je ne sais pas ce que eux en diront, mais sur le fait que, alors elle a duré longtemps, elle a duré près de 2 heures. Oui. Mais je pense que nous avons pu poser des choses sur le fait que, parce qu'il y avait une très forte différence entre leurs propres témoignages et les témoignages des femmes que nous avons pu entendre, femmes actrices et parfois très grandes actrices, très célèbres actrices, très anciennes actrices. Et en fait, eux disaient, ben non, mais moi j'ai quasiment jamais rien vu. Et puis elle disait, mais toute ma carrière, j'ai eu des problèmes. Et donc nous avons discuté de cela, de cette différence qu'il pouvait y avoir entre leur vision des choses et ce que rapportaient les femmes dans les auditions, et certains hommes aussi d'ailleurs. Et c'était très intéressant parce qu'ils ont reconnu qu'en fait, peut-être n'avaient-ils pas les yeux complètement dessillés sur les violences qui pouvaient se produire à l'encontre des femmes ou des personnes précaires, d'une manière générale. Et je trouvais qu'ils étaient vraiment dans une attitude constructive. Voilà, je tiens à le poser. Bien, j'ai une dernière question, Sandrine Rousseau. On va parler d'écologie, mais très vite, malheureusement, mais l'actualité nous domine. La France a atteint, le week-end dernier, le niveau de décarbonation de son électricité attendu à l'échelle mondiale en 2050. Vous devez vous réjouir. De l'électricité. Ben oui. Ça ne dit rien des... Nous produisons finalement l'électricité la plus décarbonée au monde. Oui, tant mieux, non ? Mais non, mais vous pouvez pas. Non, mais tant mieux ou pas ? Vous pouvez pas me poser les premières questions sur le conflit russo-ukrainien et oui. après vanter le nucléaire comme étant une énergie sûre, c'est-à-dire qu'on le voit bien. Si, il y a quand même beaucoup de nucléaire puisque nous sommes en avant-dernière position européenne sur l'éolien et le solaire. Donc vous ne pouvez pas me poser ces deux questions-là et ne pas faire le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'évidemment que le nucléaire est une énergie qui représente une cible pour les personnes qui seraient mal intentionnées en France. Et par ailleurs, je le redis, le nucléaire nécessite de l'eau, le nucléaire nécessite aussi un État qui soit un État stable et démocratique. Et je le dis, là, dans l'état d'effondrement dans lequel nous sommes, parce que nous ne nous rendons pas compte de ce qui est en train de se passer sur le plan du climat. Et je voudrais d'ailleurs apporter toute ma solidarité aux chercheurs et chercheuses américains qui subissent la politique tout à fait obscurantiste de Trump. Mais je voudrais dire que nous sommes dans un état d'hyper-gravité sur le plan du climat, mais d'hyper-dangerosité. Et que nous sommes là à faire comme si cela n'existait pas. Et l'effondrement, je crois que on se trompe en parlant d'effondrement climatique. Alors évidemment, il y aura un effondrement climatique de la biodiversité, mais le premier des effondrements, ce sera nos institutions, nos États stables, ce que nous sommes en train de connaître d'une forme de prospérité et de stabilité politique et institutionnelle. Et qu'en fait, le nucléaire est l'énergie qui nécessite cette stabilité et que nous nous mettons nous-mêmes en danger pour l'avenir. Donc permettez que, encore une fois et toujours, je pose une parole qui soit de raison là-dessus et de se dire il nous faut plus d'énergie renouvelable et moins de nucléaire. Bien, merci à vous Sandrine Rousseau d'être venue nous voir, il est 8h58.